Bonjour, bonsoir et bienvenue sur l'épisode 89 du Dreamcast Show et on salue particulièrement les habitants de Lyon. Les fans de vin, les fans de Chablis, les fans de l'Abbé des Champs, de Giroud ou de Benoît Pedretti, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, et les autres aussi évidemment, que tout le monde va très bien, et on se retrouve pour un épisode sur un focus, sur une équipe qui fait un peu de bruit ces derniers temps. C'est les Clippers, et oui, Kawhi Leonard est de retour, alors l'espoir meurt en dernier, et a-t-on toujours de l'espoir, doit-on toujours avoir de l'espoir pour ces Clippers ? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode, installez-vous bien et on se retrouve juste après. Bonjour à tous et bonjour à l'homme qui a toujours de l'espoir pour ses Clippers, à Azad. Bonjour Azad, comment tu vas ? Ça va très bien. Ouais, je pense que je suis l'éternel romantique de ces Clippers. J'y crois depuis l'été 2019. Donc on se retrouve 5 ans après, mais j'y crois toujours. Je crois que je les ai mis dans mes champions chaque année. Et je crois que cette année, c'était la première fois où je m'étais dit genre, peut-être pas cette année quand même. Mais là, après avoir vu Kawhi rejouer et vu le niveau de l'équipe sans Kawhi, je me dis qu'en vrai, c'est pas impossible qu'ils puissent être champions. Voilà. Bah voilà, du coup, on a fait un bon tour sur les Clippers. Voilà, bonne journée. Bonne journée. Non, mais sinon, à part ça, on pourra revenir en détail. Mais ça va sinon ? T'as passé une bonne semaine ? Écoute, ouais, c'est une bonne semaine, j'en sais rien, en vrai, je sais pas, il fait pas forcément beau, c'est une semaine, quoi, c'est une semaine comme une autre, disons, je suis d'avis je suis plus excité à l'idée des Clippers qu'à l'idée de ma semaine, voilà. Ah oui, d'accord, plus excité à l'idée de l'épisode du jour, l'épisode sur les grands blessés des Clippers, et avant, Azad, on a des petites annonces à faire, ouais, je t'ai pas prévenu. Merde. Mais on a des toutes petites annonces à faire, mais tu es déjà au courant. Mais Okay. la première, c'est que si vous êtes jeunes et que vous aimez les contenus courts et que vous n'aimez pas les podcasts, eh bien, on est sur TikTok. Donc, si vous voulez aller voir sur TikTok, sur TikTok, il y a des petits extraits de nos vidéos. Voilà, c'est pas énorme, mais il y a quand même des petites vidéos pour ceux qui préfèrent ce genre de contenu. Première annonce. Deuxième annonce, Azad. Il faut le dire quand même aussi aux gens qui sont peut-être en podcast, mais on l'a mis sur Twitter un peu, mais comme ça on le fait une bonne fois pour toutes en podcast. Mais on a mené notre petite enquête et c'est vrai que notre chaîne YouTube, du coup, en vidéo, ce qui était un peu tout l'enjeu de la saison aussi, c'est de pouvoir faire des formats vidéo assez cool. Elle a pris un sacré coup depuis qu'on s'est fait strike, notamment en termes d'impression. En gros, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que la chaîne n'est plus proposée à personne. On est complètement en dehors de l'algorithme. Et du coup, on en est à un point où les podcasts audio font plus de vues que nos vidéos. En gros, c'est ça. Donc on se dit que peut-être qu'on touchera plus de monde aussi avec ce podcast, en tout cas c'est ce que je me dis. Et donc si vous voulez nous soutenir, si vous aimez bien ce qu'on fait en vidéo, si vous aimez bien ce qu'on fait, c'est vrai que ça nous ferait plaisir de regagner un peu la confiance de l'algorithme. Et pour ce faire, du coup n'hésitez pas à franchement aller liker, aller commenter, voilà. Tout simplement, nous donner des idées, nous soutenir tout simplement si ça vous tient à cœur, c'est gratuit, ça ne coûte rien et ça nous aide beaucoup. Voilà, on a fait deux belles annonces. Je crois que je n'ai rien d'autre à ajouter. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Merci d'avance et puis merci à tous ceux qui l'ont déjà fait surtout. Oui. Parce que du coup on a déjà fait un peu des appels à l'aide entre guillemets, en tout cas des petites demandes de soutien et on a eu beaucoup de retours très positifs et on est aussi en contact avec on essaye de contacter la NBA via YouTube pour pouvoir récupérer les vidéos qui ont été strikées, donc voilà, de notre côté on essaye aussi de faire du mieux que ça puisse se passer dans les choses qu'on maîtrise, quoi, donc voilà. Et puis ce qu'on maîtrise pas, on croise les doigts. Exactement, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait parce que c'est vrai que vous avez été assez nombreux au final, donc ça c'était assez, comment dire, ça a réchauffé notre cœur, ça a réchauffé nos cœurs.
Sur ce, est-ce qu'on partirait pas pour notre épisode, Azad, Eh ben, sur les écoute, Clippers? je te suis. C'est toi le présentateur, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. J'ai une trame écrite incroyable. La première chose que je voulais dire, c'est un peu remettre dans le contexte. C'est marrant parce que tu l'as fait sur l'intro sans même que je te demande, mais un peu se remettre dans le contexte du début de la saison et ce qu'on avait dit cet été. On avait dit, ouais, les Clippers, on sait pas trop comment se situer parce que bah, le recrutement des role-players, il est quand même il est assez incroyable en termes de supporting cast défensif. C'est peut-être le meilleur de NBA ou un des 3 meilleurs de NBA. Mm. Et pourtant, on savait pas trop comment se placer vis-à-vis bah, de Paul George, vis-à-vis de la santé de Kawhi. Et du coup, toi, tu nous l'as un peu expliqué, mais comment t'as abordé un peu le début de saison, du coup, avec très peu d'attentes pour une fois, J'avais comment zéro tu te attente. situais? En fait, moi, je pensais que le supporting cast qu'ils avaient recruté, ça allait juste servir à mettre un petit peu en avant sur quelques moments bah, James Harden pour potentiellement le mettre dans un trade et en même temps attendre que Kawhi revienne de blessure pour pouvoir l'échanger aussi. Et potentiellement échanger Zubac, échanger Powell, tous ces joueurs-là qui peuvent avoir de la valeur et reconstruire depuis rien, quoi. Donc en vrai, moi je m'attendais vraiment pas du tout à voir une équipe chercher à être compétitive. Et en fait, très vite dans la saison, il y a des matchs qui se sont enchaînés où en fait ils ont gagné en étant juste bah, monstrueux défensivement. Et c'est vrai que direct, bah, ça m'a un peu interlocuté parce que il y a rien que le premier match contre Phoenix où ils perdent seulement de 3 points. Et du coup, tu dis, bon, bah, ok, ils ont quand même du coup décidé d'être compétitifs parce qu'ils jouent le match jusqu'au bout, très bon défensivement. Tu te dis, bon, ok, est-ce moi, je pensais qu'ils allaient vouloir tanker, mais du coup, bah, apparemment, pas forcément. Ensuite, ils gagnent contre Denver et contre Golden State le match suivant. Et en fait, avec des défenses vraiment très agressives, il y a des matchs qui sont hyper intéressants, notamment contre OKC aussi, qui joue sans pivot. Enfin voilà, ils ont vraiment offert un beau basket défensif sur tout le début de saison, et en étant aussi offensivement créatif sur les moments où il n'y a pas de James Harden sur le terrain, parce que du coup, les moments où il n'y a pas de James Harden sur le terrain, bah il y a une grosse différence qui se met en place, et du coup, il faut un petit peu survivre, entre guillemets. Et en fait, moi, au début de saison, j'avais absolument aucun espoir. Et en fait, au bout d'une quinzaine, douzaine de matchs, ils étaient à l'équilibre. Je me suis dit, bon, bah, en fait, est-ce qu'ils vont continuer à essayer de gagner? Ensuite, ils ont enchaîné en 2-3 défaites, puis 5 victoires. Et depuis, ils sont plutôt enfin, ils sont plutôt à l'équilibre, voire un petit peu dans le positif. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, Kawhi est revenu. Et Kawhi est revenu plutôt en forme, mais sans jouer trop de minutes. Et puis ça continue de gagner des matchs, notamment il y a très peu de temps contre les Lakers. Et du coup voilà, plutôt une équipe qui peut être intéressante et qui n'était pas vraiment vue, en tout cas de mon côté, comme une équipe qui puisse être un contender au début de saison. Et en fait, bah, j'y avais pas cru, et pourtant il y a des raisons d'y croire, disons. Ouais, ouais, ouais. Bah, alors du coup, c'est vrai que c'est un peu l'équipe qui surprend parce que si je dis pas de bêtises, au moment où on tourne, ils sont cinquième de la conférence Ouest. Et ce que tu as dit, c'est assez intéressant parce que du coup, on va pouvoir rentrer un peu plus dans comment est-ce qu'ils gagnent ces matchs. Tu as commencé à le dire. Mais c'est vrai que sur ce début de saison, en tout cas sur cette première moitié de saison, ce qui est assez impressionnant quand on regarde les ratings, c'est qu'ils ont quand même le 10e net rating. Mm. Et comment est-ce qu'ils créent ce différentiel de plus 2,5, donc qui est quand même plutôt bon. Bah, Ouais. ils le créent avec une défense qui est troisième de NBA, alors que finalement c'est leur meilleur score depuis, enfin leur meilleur classement en tout cas, pas forcément le score brut, mais depuis l'ère Kawhi Paul George. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que on pourrait y revenir, mais c'est vraiment un peu la défense peut-être la plus complète de NBA, dans le sens où ils sont forts dans tous les secteurs un peu. C'est-à-dire qu'ils créent beaucoup de paires de balles, ils défendent bien leur panier, ils ont des schémas assez polyvalents quand il y a Zubac et quand il n'y a pas Zubac, et ils défendent bien le rebond. Donc t'as vraiment une équipe qui est septième en création de paires de balles, quatrième au rebond,
je crois qu'ils sont 10e en fréquence de tir au panier. Et du coup, du coup, c'est ça qui est assez intéressant. C'est moi, ma question, c'est un peu, bah ça, c'est un peu les ratings, mais finalement, comment est-ce qu'ils défendent tous ces Zubac, Derrick Jones Jr., Chris Dunn, etc., Amir Kofi. Comment est-ce que ça se passe sur le terrain? Comment est-ce que c'est organisé par Tyronn Lue? En fait, même si défensivement, comme tu l'as dit, il y a des schémas qui sont intéressants avec et sans Zubac, il y a quand même. Je pense que même si c'est pas forcément évident pour tout le monde, entre guillemets, et parce que c'est peut-être pas non plus ce qu'on avait anticipé, mais Zubac c'est quand même la fondation de leur défense. En fait, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un sacré gros écart en termes de defensive rating avec et sans lui, et pas seulement en termes de rating, mais par exemple en termes de protection de cercle, la fréquence au cercle, elle augmente énormément quand Zubac il est pas sur le terrain, et Zubac en individuel, c'est un joueur qui inflige moins 9% ou moins 10% de réussite au cercle sur les tirs qu'il défend dans la zone autour du panier. Donc en fait, Zubac est l'encre défensive de cette défense. Et c'est un peu ce truc de, on pourrait dire, oui, c'est une défense qui fait du switch all, qui a des mecs hyper longs qui peuvent, disrupter un petit peu toutes les attaques parce qu'ils sont super longs, super actifs et tout. Alors oui, ça permet d'avoir une très bonne défense, mais ça permet d'avoir une très bonne défense autour de Zubac. Parce que quand Zubac n'est pas sur le terrain, du coup, ce que font un petit peu les attaques, c'est de multiplier potentiellement un petit peu les écrans entre petits pour juste obtenir des décalages et pouvoir attaquer le cercle sur des drives sans être protégés qui sont du coup pas protégés par Ivica Zubac, parce que du coup le backup de Zubac c'est Mo Mohamed Bamba. Bamba. Donc bon, tu vois, ça fait pas rêver les chaumières. T'as Kai Jones qui a joué quelques minutes aussi en début de saison, mais c'est pareil, il est pas capable vraiment de respecter des consignes défensives, donc ça ne fonctionne pas. Et du coup, en fait, la vraie ancre défensive, c'est Zubac qui, en fait, permet d'avoir une super protection de cercle, d'avoir différents modes de protecture de pick and roll. Par exemple, match contre les Lakers qu'on a analysé sur la chaîne, t'as les pick and roll où c'est LeBron qui a le ballon, t'es sur du drop parce que t'as peur du drive de Brown plus que t'as peur de son pull-up. Du coup, Zubac est capable d'être en drop. C'est un super défenseur de drop. Du coup, ça annule tous Mm. les Mm. potentiels drives de LeBron et ça le force à prendre des pull-ups, ce que les Clippers sont prêts à accepter un petit peu comme tir. Alors qu'à l'inverse, si c'est Austin Reeves qui a le ballon sur un pick and roll, et ben là Zubac du coup blitz, et c'est là où du coup vu qu'il y a le blitz, il y a Zubac et un autre joueur qui sont sur Reeves, et donc là tu as la défense de 3 contre 4 qui se met en place, et c'est là où les profils de Chris Dunn, Batum, Derrick Jones Jr., Amir Kofi deviennent super intéressants. Parce que du Ouais. coup, eux peuvent couvrir à 3 4 joueurs entre guillemets du mieux possible. T'as aussi la meilleure saison défensive de James Harden depuis je sais pas combien de temps, qui, malgré des oublis off-ball, malgré beaucoup d'oublis off-ball, mais ça fait partie du lot, quand il est concerné, en fait, quand le ballon il est pas sur le côté, quand Harden il est pas sur le côté faible, ça va. Et Ouais. c'est un peu, Ouais. je pense que les équipes l'ont un peu remarqué et essayé un petit peu justement de mettre les joueurs qui sont défendus par De James Harden. l'endormir. Ouais, c'est ça un petit peu. Même technique utilisée par les mecs qui sont défendus par Jalen Brown, par exemple. Bref. Et du coup, autour de ça, t'as aussi des mecs qui ont pris un peu un step-up défensif, ou alors qu'ils l'ont retrouvé, comme Norman Powell, qui fait aussi une des meilleures saisons défensives, je pense, de sa carrière, que ce soit on-ball et même avec beaucoup d'efforts off-ball. Et du coup, c'est pour ça que la défense fonctionne aussi bien. C'est parce que t'as, du coup, derrière Zubac, ces joueurs-là qui sont capables d'avoir ces couvertures en pile switch où ils enchaînent et ils switchent loin du ballon, des Mm. situations en X-out où du coup ils échangent les joueurs qui prennent dans les corners pour pouvoir remonter sur le porteur de balle, tout ça en passant par la ligne de fond. Et bon, du coup, c'est hyper intéressant. Et t'as aussi la capacité de faire des défenses de zone qui sont hyper disruptives parce que du coup, tu peux mettre beaucoup de pression sur les porteurs de balles. Enfin, quand ta première ligne défensive de ta défense de zone, c'est Chris Dunn et Derrick Jones Jr., autant te dire que genre ton ballon, il va pas passer par là.
Donc tu peux pas driver, donc tu dois être obligé de contourner un petit peu tout ça. Et sur les ailes, du coup, tu vas avoir potentiellement maintenant Kawhi Leonard ou Powell ou Harden, qui sont des joueurs qui peuvent vraiment bien défendre le 1 contre 1. Et au centre de tout ça, tu as Zubac qui est un des meilleurs protecteurs de cercle de l'NBA. Du coup, voilà pourquoi cette défense fonctionne aussi bien. Et elle arrive à être agressive. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'elle arrive à être agressive tout en étant un petit peu conservatrice. Voilà. En gros, elle est conservatrice dans le sens où elle force les équipes à prendre des tirs dans des zones pas rentables, donc le long mi-distance et le tir à 3 points pas dans les corners. Donc c'est l'équipe qui force le plus un petit peu, j'ai l'impression, dans ces zones-là, les équipes. Et d'un autre, donc ça c'est une approche plutôt conservatrice, je dirais, parce que du coup c'est juste le jeu des stats et de forcer les équipes à être dans des zones qui sont pas rémunératrices. Et au-delà de ça, c'est aussi une équipe qui est très forte à la provocation de perte de balles, en étant agressive justement selon les porteurs de balles, pouvant passer... Ça, c'est ouf, ça. Ouais, pouvant passer du switch à du blitz. Et en fait, ils mixent énormément les zones et la défense individuelle par possession aussi. Ce qui fait que c'est très perturbant aussi comme approche et que c'est difficile un petit peu d'avoir des vrais schémas et des vrais, même des after timeout où t'es sûr que ça va fonctionner parce que ces mecs-là sont capables un petit peu d'anticiper par rapport à ça et de mixer le type de défense pour que ça te prenne un peu, ça te prenne un peu de vitesse, quoi. Et du coup, voilà un peu, je sais pas si c'était clair mon explication de leur défense, mais c'est un peu ce que Ouais, j'en ai ressorti en tout cas. je pense un des trucs qu'il faut retenir aussi, quand même, de ce que tu as dit, tu l'as bien dit, mais c'est vraiment, je pense, qu'il y a une défense avec et sans Zubac. Ouais. Parce que avec Zubac, comme tu as dit, il est capable de faire plusieurs couvertures, mais ça reste quand même un intérieur de drop et ça se voit dans les stats. En fait, quand il est sur le terrain, t'encaisses très peu de tirs au panier. Il y a une différence de 5,2% de fréquence de tir au panier encaissé entre quand il est là et quand il n'est pas là. C'est énorme, c'est 96e centile, mais ça a toujours été ce profil parce que, ça a toujours été le cas avec Zubac parce que c'est son profil, pardon, parce que il est très très dissuasif au cercle et t'encaisse énormément de mi-distance, mais comme tu as dit, c'est tellement des tirs que t'es prêt à encaisser que finalement c'est pas très grave. C'est pas très grave. Et moi, ce que j'aime bien, ce que je trouve assez impressionnant, c'est à quel point aussi, parfois, sur certains matchs, et c'est un peu l'enjeu aussi, je trouve, parfois, quand je regarde les Clippers, c'est à quel point l'équipe va réussir à attaquer Zubac sur un pick and roll classique. Parce qu'en fait, plein de fois, juste quand c'est un pick and roll, un peu un spread pick and roll plein centre du terrain, et les deux défenseurs d'aile du Nail, ils vont venir complètement dézonner et créer vraiment un surnombre. Et je trouve que là-dedans, tu vois, James Harden, je le trouve plutôt bon pour du coup faire ses stunts et en fait juste empêcher et avoir, comme tu dis, c'est un peu des trucs de zone, mais une première ligne défensive qui est devant Zubac et qui est déjà très très dur à passer. Et si tu arrives à y passer, et après en plus derrière t'as Zubac, quoi. Et ça permet un peu de compenser aussi parfois le fait que, comment dire, protéger aussi le drop, surprotéger le drop de Zubac, quoi. Avec Chris Dunn, avec du coup James Harden aussi qui est pas mal là-dedans. Et oui, et comme tu as dit aussi, c'est ce qui est intéressant, c'est que même en protection de cercle secondaire, ils ont des très forts joueurs, que ce soit Chris Dunn, moi je le trouve incroyable pour un guard dans ses rotations, c'est assez fou. Nicolas Batum, évidemment. Derrick Jones Jr., c'est plus un profil on-ball, mais voilà. C'est une défense qui est assez polyvalente et c'est assez intéressant de voir que ça se retranscrit vraiment dans les stats. Et une question que je me posais du coup, c'est comment dire, c'est à quel point ta défense du coup aussi elle est un peu friable sans Zubac et à quel point on n'est pas aussi passé sur, tu sais, pendant longtemps cette équipe, le fantasme de cette équipe c'était un peu le switch all. C'était on va avoir 5 joueurs de 2 mètres, 2 mètres 01 qui changent tout. Est-ce que c'est toujours le cas quand il n'y a pas Zubac parce qu'on l'a dit, il y a quand même Mo Bamba qui joue pas mal. Ou est-ce que c'est un peu quelque chose qui a été abandonné, quoi, tout simplement? C'est plutôt de la zone à la limite sur les moments où il y a pas Zubac. Une zone mixée un peu avec du switch all parce qu'en fait, pour l'instant, il y avait pas Kawhi aussi. Donc quand t'as pas Zubac, il y a des moments où en fait ta défense c'est genre, souvent c'est Amir Kofi, Mobamba,
James Harden et tu vois Batum. Donc en fait tu peux pas vraiment être sur du switch all parce que tu vas te faire bouffer, t'as plus de protection de cercle, du coup tu utilises un peu de la zone pour avoir une mini protection de cercle un peu statique et être sûr de garder un mec proche du cercle. Parce qu'en fait le problème du switch all, c'est que si tu tombes sur un 5 out, en fait tu vas avoir aucun mec sur ton switch all qui va être du coup proche du cercle et du coup tu vas te faire fumer là-dessus. Du coup, tu as plus tendance, selon les match-up, à dire que tu vas te mettre en zone. Comme ça, tu es sûr que même si c'est un petit, tu gardes quand même un mec proche du cercle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Bah après, c'est enfin comment dire, le but du switch all, c'est presque de la zone aussi de base, quoi. Le but des Rockets à l'époque, Ouais. enfin, c'était presque une zone, quoi, les Rockets en 2018, Mais face à du avec 5 James out, Harden. du switch all, tu peux te faire tuer parce que du coup, t'as aucune Oui, protection de cercle. Tu vois, des mecs qui font du switch all contre Boston, par exemple, ils se font tuer parce que bah il suffit que y a un pick and roll, il y a une demi-seconde de retard sur ton switch, c'est fini en fait. Il y a un mec qui est au cercle, quoi. c'est ça, c'est un mix entre du switch all et de la zone. C'est-à-dire quand il y a des Ouais. écrans, tu les changes, mais il y a toujours quelqu'un qui est en position de défendre le cercle, Bah, quoi. ils En essayent gros. parce que sinon, les moments où il n'y a Ouais, pas Zubac, comme tu as vu, la fréquence de cercle, elle explose et du coup, tu te fais un peu tuer là-dessus. Et en fait, le fantasme du switch all qu'il y avait avant, c'était parce que tu avais, avec Paul George et potentiellement avec Terrence Mann qui a disparu de la c'est vrai. rotation, tu avais des protecteurs de cercle secondaires que tu pouvais utiliser comme ça sur de la théorie switch all. Là, tu les as plus en fait, parce que bah, Paul George Ouais, est parti et Terrence Mann ne fait plus partie de tes schémas tactiques. Donc, il a été remplacé par Chris Dunn, en fait, concrètement dans le 5 majeur, entre guillemets. Et du coup, bah, l'apport qu'avait Terrence Mann défensivement, il a été remplacé par le playmaking défensif et la défense du point of attack de Chris Dunn. Et du coup, bah, il est plus dans les rotations. Et de toute façon, cette chimère un peu de switch all qui pouvait quand même protéger le cercle, elle était hyper dépendante de Paul George. oui, Et c'est du vrai. coup, bah, Paul George est plus là. Et en plus, il n'y avait pas Kawhi non plus. Et Voilà. bon, Et donc, Kawhi qui est, oui, qui est quand même, bon, on pourra y revenir, mais qui, je trouve, sur ce début de retour, est vachement plus utilisé, encore plus qu'avant. Après, ça a toujours été un peu plus son profil, mais encore plus utilisé on ball et sur le nail que vraiment en low man, en, en protecteur de cercle, pardon. bah oui, J'ai parce l'impression. qu'en même temps, franchement, on va pas se mentir, off-ball, Kawhi Leonard, c'est pas. Enfin, franchement, je suis désolé, genre, défenseur de l'année, très bien et tout, parce qu'il il est assez exceptionnel sur plein de choses. Mais Ouais. Ouais, bah, franchement, ça a jamais été son profil non plus trop, même si je off-ball, ça trouve que dort un peu quand même, genre, on va pas se mentir. oui, 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 bah après, ouais, bon. C'est pas Paul George, quoi. Tu vois, Paul George, l'année dernière, enfin, en fait, dans la régularité, c'est pas Paul George, quoi. T'as des Ouais, actions où tu te dis, waouh, le flash, il est. Enfin, le flash. L'action, elle est incroyable parce qu'à 30 ans, c'est plus trop des flashs. ouais. Mais c'est pas ultra régulier, quoi. C'est ça? Ouais, ouais, c'est même parfois un peu endormi, mais en fait, il compense aussi par la longueur de ses bras et son temps de réaction. Donc, en fait, Hmm. le mec est un peu à l'ouest, mais d'un autre côté, et quand le kick part, il rattrape un peu son retard, quoi. Ouais. Et j'ai une question quand même sur un joueur, pour savoir un peu quand même ce que t'en penses. C'est parce que du coup, moi j'ai un peu un avis un peu négatif sur lui. C'est un haut choix de draft, c'est Mo Bamba. Parce que moi, peut-être, je les ai moins vus que toi, je pense, les Clippers. Et sur les matchs où j'ai regardé, alors oui, il y a quasiment 4% de block percentage, c'est énorme. Mais moi, je trouve qu'il se fait beaucoup cibler Mo Bamba sur les séquences où il n'y a pas Zubac. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles la fréquence et le defensive rating ils chutent un peu. Parce que dans le placement, il n'est pas forcément bon. Parce qu'il peut plus se faire cibler sur du drive. Tu vois, j'ai des séquences où c'est Jaren Jackson Jr. En fait, bon, après, c'est Jaren Jackson Jr. Mais le match contre Memphis, en fait, Jaren Jackson Jr., il prend le ballon, il demande même pas d'écran, et il fait juste du drive, et il est tellement plus puissant que Mo Bamba qui est tout frêle, qui va au panier à chaque fois, quoi. Qui va au panier à chaque fois. Et il y a plein de fois où je me dis, ah, bah là, il est en retard, ou ah, tiens, là, il saute quand même beaucoup sur la feinte. Et est-ce qu'il y aurait pas, en gros, ma question, c'est, est-ce qu'il y aurait pas un manque à gagner sur le backup Zubac, ou est-ce que c'est un problème pour toi, cette dépendance à Zubac, ou pas? Ouais.
Ouais, pour moi c'est un problème. Et d'ailleurs, tu vois, cette nuit, ils font jouer surtout Kobe Brown à la place de... Parce que du coup, il n'y a pas Zubac la nuit dernière contre Boston. Kobe Brown. Et du coup, ils font jouer Kobe Brown là, sur la deuxième partie de match, quoi. Donc, Ouais. quand tu te fais taper dans la rotation par un mec qui est généré automatiquement par Touquet, ça, ça devient un peu compliqué, quoi. Donc, non, franchement, c'est assez mauvais, Mobamba. Et je pense que c'est la limite de cette équipe. Si on part du principe que les mecs sont pas blessés, encore une fois, hein, mais pour l'instant, Mhm. on vit un peu enfin, en tout cas, on est plutôt Dans l'utopie. on vit en utopie, mais pour l'instant, ils sont pas blessés. Donc, on vit aussi dans l'instant présent. Pour l'instant, ils sont pas blessés, ils sont bien classés, ça tourne bien. Donc, le seul truc qui manque à ce moment-là, c'est d'avoir un vrai backup pivot. Et du coup, je me dis que avec Terrence Mann qui joue pas, il y a moyen d'aller chercher un pivot backup quand même. Parce Ouais. il est quand même plutôt intéressant, je trouve, Terrence Mann dans son profil. Tu vois, c'est un peu un profil à la Bruce Brown où tu peux faire où tu peux l'utiliser comme poseur d'écran sur du short roll, sur du switch hold en défense. Ça manque un peu de shoot, mais il a quand même une capacité de lecture et de dribble qui peut un peu combler ça. Donc bon, Mhm. je me dis, est-ce que ce serait pas la pièce à faire bouger pour aller chercher tu vois, un joueur, même pas forcément un joueur qui soit incroyable défensivement, mais qui puisse apporter autre chose en fait comme backup pivot, tu vois, genre, je me rends Ouais. pas compte, mais tu vois, un Kelly Olynyk ou un truc comme ça qui va pas forcément t'apporter énormément en défense, mais du coup qui pourra modifier un peu les schémas offensifs, tu vois, arriver à gagner ailleurs. Mais là, le problème, c'est que quand il n'y a pas Zubac, tu perds déjà défensivement, mais offensivement aussi, hein. Parce que Ouais. du Bah, coup, offensivement, justement. Attends. il est On peut génial, passer à hein. l'attaque. Ouais, il On est peut passer génial à l'attaque. offensivement. Ah oui, oui, oui. Et on peut passer à l'attaque. Et du coup, c'est un peu là où ça grince des dents. C'est que s'ils ont, pardon, la troisième défense, le troisième defensive rating, ils ont que la 23e attaque. Ils ont que Ouais. la 23e attaque. Et avant de te lancer, c'est vrai que moi, il y a quelques stats qui sont assez intéressantes. Mais c'était un peu là où on avait tous peur, évidemment, sur le manque de spacing, le manque même peut-être parfois comment dire, bah, tu peux sauver ton manque de talent et de spacing par énormément de mouvements, mais ça n'a jamais été l'identité de ces Clippers. Non. Et quand on regarde, bah, les Clippers cette année, même s'il n'y a pas Kawhi et qu'il n'y a plus Paul George, enfin Kawhi a joué 5 matchs, et ben ça reste l'équipe qui en fréquence joue le plus d'isolation et de très loin. Ils sont à 11,5%. Le deuxième est à peine à 10, donc 1,5 d'écart. C'est assez énorme pour une équipe qui pourtant a perdu deux de ses moteurs d'isolation. Donc on reste sur... En gros, tout ça pour dire qu'on reste sur les mêmes schémas. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quelque chose qu'ils arrivent bien à faire pour maximiser leur offensive rating, en tout cas quand on regarde les stats, c'est que c'est la quatrième équipe qui joue le plus de transitions en fréquence, avec 17,6% de fréquence de transition. Et du coup, ça m'amène un peu à une question, c'est sur demi-terrain, ils sont 21e, et un peu avant de rentrer dans les détails, est-ce que toi, comment dire, est-ce que tu es impressionné par le fait qu'ils arrivent quand même à être, on va dire, pas dans le dernier tiers, pas tout en bas avec tous ces non-shooters, ou est-ce que ça t'inquiète un peu? Bah, en fait, encore une fois, et j'ai pas des actions hein, sur le contrat de Zubac, hein, mais ça dépend énormément de lui en fait. Parce que du coup, t'as ce truc-là ils sont 21, enfin, ils sont une attaque, genre une mauvaise attaque quand il est de manière moyenne, entre guillemets, mais quand lui, il est sur le terrain, c'est une attaque qui est dans la moyenne de la ligue en réalité. Je crois quand il est sur le terrain, ils sont à 113, un peu plus de 113 d'offensive rating. Donc en fait, quand lui est sur le terrain, il permet clairement à cette équipe d'avoir un haut niveau, enfin un niveau moyen offensif et un niveau élite défensif. Du coup, l'attaque me pose pas trop de problèmes, surtout qu'en fait, je trouve que elle est modulable. En fait, elle est modulable autour de deux joueurs Mhm. d'isolation d'élite. Et c'est un peu ce truc-là qui me fait penser que ça peut être une équipe qui est hyper bonne en playoff. En fait, Ok. l'attaque en saison régulière, elle me gêne un peu parce elle pourra jamais atteindre un top 10, tu vois. Mais
En playoff, t'as du coup deux machines à exploiter les isolations et les mismatchs. Et autour de ça, t'as des joueurs hyper capables off-ball de t'apporter autre chose. Chris Dunn qui est en train de devenir une machine absolue sur short roll pour tuer les zones et les blitz. Genre, Ouais. c'est Même incroyable. pas que sur short roll, mais tu Oui, vois, enfin sur le connecting quoi, en général, je trouve. ouais, mais je trouve que sur le short roll, c'est là où ça se voit le plus, ou alors quand il vient Oui, bah, chercher un peu ouais. la zone du milieu Ouais, de la ligne des lancers francs sur quand tout ils à attaquent fait. une zone. Ou t'as aussi Powell qui développe de plus en plus son jeu de scoring et qui rajoute un peu de passing et qui est un shooter d'élite. T'as Amir Kofi qui se développe plutôt bien aussi dans cette menace un peu off-ball. Derrick Jones Jr. qui apporte toujours un peu du cut et de la menace verticale. Et du coup, autour de tout ça, t'as du coup ces mecs-là, ces Kawhi et ces Harden qui sont capables de créer pour eux depuis quasiment rien. Et du coup, voilà, je trouve ça. Bah, Je on- trouve que pour des playoffs, c'est très adapté. ouais. Ce qui est intéressant, c'est que il t'a dit qu'il y en a deux, donc en parlant sans doute de Harden et Kawhi, mais je trouve presque qu'il y en a trois en fait. Ouais, Je trouve presque qu'il y en a trois parce que ce qui est intéressant, c'est que Zubac, c'est vraiment un excellent scoreur de post-up, un très bon scoreur de post-up. ouais, Et on l'a vu du coup sur le match, je devrais parler face au Thunder, quand il y avait ni Chet ni Hartenstein. En fait, leur source d'attaque, c'est ça. ouais. Et en fait, du coup, ce qui est intéressant, c'est que en fait, cette simple présence de Zubac, qui est un très bon joueur de post-up et peut aussi punir les mismatchs, ça fait que simplement, mais le pick and roll James Harden-Zubac, tu peux difficilement le switcher. Et tu vois, contre les Lakers, ça se voit que je trouve quand il y a les deux en fait sur le terrain, ils hésitent vraiment à le switcher, Mm. alors que quand c'est Kevin Porter Jr. qui rentre à la place de Harden, là il le switch beaucoup plus volontairement parce que c'est un bon, c'est un moins bon passeur qui va être beaucoup moins capable de reconnaître le mismatch. Je crois qu'il y a une séquence à un moment, c'est dans le troisième quart-temps. Disons, j'ai du mal à parler aujourd'hui, mais c'est dans le troisième quart-temps où il y a Kevin Porter Jr. qui joue un pick and roll du coup face à Anthony Davis. Anthony Davis le switch et Kevin Porter Jr. Il fait une mauvaise passe à Zubac. Et quelques minutes après, Harden rentre, il joue un pick and roll, Anthony Davis le switch. Et Harden, qu'est-ce qu'il fait? Et ben, il ressort et il emmène Anthony Davis à l'extérieur pour servir Zubac sur post-up. Et après, ça force la double team. Et je crois que c'est un cut de Derrick Jones Jr. Et du coup, je trouve qu'il y a vraiment ce truc, cette double menace qui fait que déjà de base, ça rend le pick and roll dur à défendre parce que tu peux pas vraiment le switcher, quoi. Et en plus, Zubac, il est bon sur short roll. Donc t'as un peu ce truc-là de... Enfin, je sais pas, t'as un peu ce truc de la double gravité. Parce que du coup, si t'envoies deux mecs sur le pic, tu libères Zubac qui peut jouer le 4 contre 3. Et si tu switch, t'as du coup besoin d'envoyer un deuxième mec pour aider au post-up parce que Zubac, sinon, il va profiter du mismatch. Donc en fait, je trouve que t'as plusieurs moyens de créer des petites cassures dans la coquille défensive qui va Mhm. forcer des aides ou des décalages. Et en Ouais, fait, t'as pas une attaque qui est genre optimale niveau spacing, mais t'as une attaque qui est capable de créer des décalages. ouais. Et Mais du coup, c'est un autre moyen de créer. En fait, tu créais pas de l'espace par du shooting, tu créais de l'espace par les décalages que tu forces en fait défensivement, quoi. ouais, ouais. Mais malgré tout, tu vois, je pense que le spacing me fait un peu peur, perso. Oui, non mais je peux comprendre. Mais Même moi, beaucoup. j'ai envie Parce de qu'en m'en parler fait, là. Toi, faut que tu sois la voix de la raison parce que sinon ouais, j'envoie mon PEL sur les Clippers maintenant, quoi. ne fais pas ça avec tout l'argent que je te donne en te payant pour le Dreamcast Show. C'est vrai, c'est vrai. N'utilise pas ta paye comme ça. Non, mais tu vois, je trouve il y a beaucoup de séquences quand même où, en fait, typiquement le pick and roll, tu peux le blitzer sur Harden et faire une pré-rotation sur Zubac parce que sur le côté faible, t'as Chris Dunn et. Pourquoi à chaque fois j'ai envie de dire Kendrick Nunn? C'est incroyable ça. T'as Chris Dunn et Derrick Jones Jr. Et en fait, moi, ce qui me fait un peu peur avec ces Clippers, c'est le côté. Il y a deux choses. En fait, c'est le côté que ces joueurs-là, qui sont un peu tes cailloux dans ta chaussure en attaque, sont aussi ceux qui magnifient ta défense.
Et donc, en fait, t'as pas le profil un peu le meilleur des deux mondes où ça te pénalise pas trop, quoi. Bah si, en fait, Et t'as Kawhi. t'as Kawhi. C'est là où Kawhi, c'est le truc qui fait que ça passe. C'est que lui, il t'offre et le spacing et la défense. Et du coup, t'as pas besoin d'avoir et Derrick Jones Jr. et Chris Dunn en même temps sur le terrain. Oui, mais t'as quand même pas mal de séquences où t'as les deux, voire t'as les deux plus Mo Bamba, voire t'as les deux plus un autre qui n'est pas forcément un shooter, quoi. Mais Mo Bamba, il va pas jouer en playoff. Et je pense que les moments en playoff, Il va jouer combien de minutes Zubac en playoff alors? Mais Zubac, il va jouer 40 minutes en playoff, j'en ai rien à secouer. Non, mais parce que pour moi, ils vont trouver une alternative où ils joueront Ouais. sur le pivot. Bah, Mais tu vois, moi j'aimerais bien. Moi je serais pas contre, limite plus qu'un pivot, peut-être un joueur qui t'apporte du spacing, quoi. bah, Kelly Olynyk, c'était bien, ouais. Ouais, Kelly Olynyk, ouais. Pourquoi pas. Après, Kelly Olynyk, c'est pour le coup. Là, il va se faire cibler en défense, hein, si on parle de Kelly Oui, mais Olynyk. au moins, il t'apporte quelque chose en attaque parce que Mo Bamba, il se fait siffler en défense et en plus, offensivement, il t'apporte rien du tout, quoi. Ouais, c'est pas faux. Non, mais ce qui est intéressant aussi, je trouve, avec ces Clippers en attaque. Et oui, et l'autre chose qui me fait un peu peur, alors c'est un truc très individuel, mais tu l'as dit au début que ils ont des punisseurs de mismatch qui sont assez exceptionnels. Là, je sens que tu vas mal parler d'Arden et ça va m'énerver. Et Kawhi et je trouve le match contre les Lakers, Oh ouais, il est en forme. Oh là 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 là. c'est un régal. Je sais pas si tu vois à un moment le spin move, on va dire le défenseur anticipe un peu trop sur Sur du coup la main. Gabe Ouais, Vincent. ouais, il anticipe un peu trop sur la main gauche de Kawhi, Et hop, donc il se décale vers la droite et là il fait un spin move d'une vitesse. Je me suis dit waouh, moi, ce qui m'a waouh. impressionné, c'est les moments où il arrive pas, il obtient même pas le mismatch. Du coup, il reste défendu par Dorian Finney-Smith et là, genre, ah ouais, bon, ok, c'est pas grave. Allez, viens, Ouais, je vais te c'est montrer un peu, genre, c'est quoi un contre un. Oh, ça perd les popettes. le niveau de shot making est là, le niveau du shot making est là et j'ai trouvé qu'il allait un peu plus au panier que sur les premiers matchs que j'avais regardé. Tu vois, il y a quand même un ou deux drives où il finit vraiment au panier, quoi. Où il finit vraiment au panier. Mais c'est vrai que, pour le coup, t'as raison, faut le dire aussi. Le gros truc qui change, en fait, c'est même pas tant son niveau, c'est que sa simple présence te fait avoir un bon spacing, en fait. Ah bah ouais, ça reste un très 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 bon shooter. Ouais. Et il y a pas mal de trucs, tu vois, où, en fait, il le place de sorte à ce que le renversement soit un peu fait sur lui Ouais. et où, à un moment, en fait, ils utilisent bien, je trouve, sur ce que j'ai vu, lui et Norman Powell, en fait. Ouais, C'est-à-dire qu'ils vont mettre Norman Powell au début à une passe près. Donc au début, comme tu dis, le décalage, que ce soit sur pick and roll ou sur du post-up de Zubac ou sur même parfois du post-up d'Arden, eh ben, il va se faire sur Arden. Donc l'aide sur la première possession, elle va venir de Norman Powell. Boum, je libère à Norman Powell, panier. Et après, en fait, la réaction en chaîne, c'est de mettre Kawhi à une passe près de Norman Powell. Donc presque à deux passes près, sauf que Arden, il est tellement fort que du coup, l'aide vient de Kawhi parce qu'on veut pas qu'elle vienne de Norman Powell et on se dit que si elle va jusqu'à Kawhi, on aura le temps de faire les rotations. Sauf qu'en fait, bah, Harden, il est capable de faire la passe et Kawhi, bah, en fait, il a pas besoin beaucoup d'espace parce que il shoot tellement haut que si t'es en retard au tout début, c'est déjà mort, quoi. ouais, et ils utilisent bien comment ça s'appelle, le fait de vider les corners. Tu vois, il y a plusieurs actions sur le match un peu Les qu'on avait empty side. les empty side. Et du coup, il y a pas mal d'actions où ils attaquent et en fait, Kawhi est dans un corner et en fait, plutôt que rester dans un corner, il le vide pour aller poser un faux pick and Ouais. roll en tête de raquette pour qu'en fait, ça libère tout un côté où James Harden du coup se retrouve à attaquer un mismatch qui attire un deuxième défenseur qui libère du coup Kawhi à 3 points à l'opposé. Et t'as un peu ces trucs là aussi avec les pick and roll de Harden et Zubac où du coup ils vident un corner pour que l'aide puisse venir que soit de la baseline soit du haut de la raquette et du coup ça crée des distorsions dans la défense et des espaces. Donc t'as un peu ce truc là ils savent aussi maîtriser leur géométrie du terrain pour pas se faire piéger quoi. Ouais, bah complètement. Et je trouve c'est super intéressant parce que c'est là-dessus où ils sont super forts. C'est justement sur la géométrie du terrain, tu vois.
ils ont une capacité à bien organiser le terrain selon ce que fait la défense et à réagir, qui aussi un peu sur du coup des configurations plus de playoff ou de fin de match les rend comment dire, bah, pas impossible à lire, mais en fait, t'as l'impression qu'ils ont un peu toujours le contre-move, quoi. Ils ont un peu toujours le contre-move de mettre le non-shooter un coup dans le corner, alors la défense des zones, donc ce que je fais, c'est que je l'utilise en poseur d'écran, etc., etc., quoi. Et par contre, oui, pardon, une des faiblesses, parce que là, on y va, mais moi, il y a mais voilà, mais James Harden, le drive de James Harden, Il y a des c'est flashs encore. Il y a des flashs un peu quand même. ouais, mais je trouve que son moyen de punir les mismatchs, à moins que ce soit un mismatch énorme comme, je sais pas moi, un pivot très lent, j'ai pas forcément d'exemple, mais la plupart du temps, ça se finit par du shot making, quoi. Alors, limite, ou alors à la limite, c'est plus, tu vois, sur des profils plus petits, où il va chercher le mismatch, et limite, il va plus jouer du post-up, où il va driver pas forcément sur son premier pas, mais plus sur de la puissance pure, parce qu'il est tellement costaud, quoi. Face à Jaden McDaniels, il l'a pas mal fait, face à Jalen Wells, face à des profils vraiment plus légers, j'ai envie de dire. Et James Harden, cette année, il est passé quand même de 1,15 points par tir sur drive à 1,09. Et alors 1,09 points par tir sur drive, c'est entre RJ Barrett et Scotty Barnes. Et c'est quand même pas le James Harden qu'on a l'habitude de connaître, quoi. C'est quand même pas le James Harden qu'on a l'habitude de connaître. Et si on regarde un peu les stats, c'est vrai que c'est 17% de fréquence au panier cette saison, James Harden. Et moi, en fait, ce que je me dis, c'est que est-ce que comment dire, est-ce que c'est pas trop dépendant de son shot making maintenant, même si ça reste un joueur assez incroyable, ou pour toi ça suffit pour être un moteur d'attaque encore de très très haut niveau? En fait, il va y avoir des limites, mais le fait qu'il puisse être à côté d'un Kawhi, ça me gêne un peu moins. Et le fait qu'il puisse jouer avec Zubac aussi. En fait, je pense qu'il a deux soupapes qui permettent un petit peu de combler ses manques d'aller au cercle, tout simplement. Et ils ouvrent quand même, ils arrivent à ouvrir des poches au cercle. Avec justement la gravité et de Kawhi et celle de Zubac pour lui. Et il y a aussi l'idée du passing, parce que du coup il va moins au cercle, mais il a jamais été aussi passeur que cette année. Tu vois, j'ai l'impression que Ouais, le ouais, ouais. volume à la passe il est beaucoup plus présent. Donc je sais pas, j'ai l'impression quand même qu'il y a d'autres alternatives et que yes, ça manque de drive, mais ça fait un moment que ça manque de drive, donc ça me choque pas plus cette année que les années d'avant. Oui, oui, c'est sûr, mais ce qui se passe aussi, c'est qu'avec James Harden, vu qu'il n'y a plus Paul George, il y a un peu le curseur de l'usage qui est remonté, quoi. Et du coup, tu as un peu, en théorie, pour moi, besoin de... En fait, l'usage avait baissé, mais avec le drive, si tu veux. Et là, l'usage a dû remonter avec les absences. Ouais. Et le drive a continué à un peu chuter parce qu'il a plus le même premier pas et plus la même verticalité, enfin la même verticalité le même punch en fin de drive, quoi. Donc j'avoue que ça me, dans la théorie, ça m'inquiète un peu, mais c'est vrai qu'en l'état, en fait, dans la théorie, encore une fois, s'ils sont tous au complet, Mm. c'est vrai que t'as Kawhi, t'as le post-up de Zubac, et t'as aussi, en fait, Norman Powell, et des façons d'attaquer avec Norman Powell qui sont assez intéressantes, où c'est souvent les mêmes systèmes, mais en fait, il va être utilisé en gros, c'est des screens the screener, c'est-à-dire que c'est souvent Norman Powell qui va poser un écran, puis après avoir posé son écran, en fait, lui, il va ressortir à travers un autre écran, quoi. Donc il utilise beaucoup ce système et c'est vrai que en fait je trouve ça intéressant. Alors je vais te laisser parler sur Norman Powell même si tu en as déjà beaucoup parlé, mais je trouve ça intéressant qu'il l'utilise pas que comme un finisseur exclusif et un shooter, mais aussi un peu par en fait on va essayer de cibler des défenseurs grâce à sa menace de shoot, quoi. Et on le met pas juste en catch and shoot sur les renversements, quoi. Non, il y a pas mal de zoom action où il est utilisé aussi sur des sortes de Danny Green cut où du coup il passe d'un côté à l'autre un petit peu pour perturber la défense.
Et en fait, c'est là où ils sont intéressants, c'est qu'ils arrivent à pas mal aussi prendre la défense un petit peu de travers en faisant des fausses zoom action ou des fausses staggers avec des twirls où Ouais, en fait le joueur qui remontait pour aller chercher la balle et être une menace au tir finalement pose un écran. Et du coup, quand tu fais ça avec Harden, Kawhi et Powell, bah tu génères pas mal de confusion. Et il est aussi un peu utilisé comme poseur d'écran pour obtenir des situations de post-up à Zubac bien proche du cercle. ouais, Et ouais. t'as aussi cette utilité-là d'avoir un joueur, un shooter d'élite qui peut en plus attaquer les close-out. C'est que du coup, en menace un petit peu off-ball et en poseur d'écran, bah, ça rend les choses très compliquées. Et en plus, lui, il n'hésite pas du coup à driver si le close-out est mal fait et à prendre le tir si le close-out arrive beaucoup trop tard en fait. Et il tire plutôt rapidement et il peut tirer d'assez loin. Et les pourcentages au tir, c'est bien au-dessus de 40% depuis pas mal de saisons. Donc c'est quand même vraiment très utile comme gadget autour des joueurs d'isolation et autour du post-up en fait. Du coup, lui, il est dans la Mhm. situation parfaite parce qu'il est entouré de joueurs qui ont de la gravité et il en a une certaine lui aussi. Il apporte une certaine notion de chaos, mais qui est sublimée par la gravité qu'ont Zubac, Harden et Kawhi. Ouais, ouais. Mais ouais, je trouve ça, comme tu as dit, je trouve ça intéressant un peu toutes ces situations où il l'utilise de façon très différente en fait je trouve, alors peut-être que je rêve, mais de façon bien différente des années passées en fait. Bah, il y a plus de Et passing en plus, tu vois. il Donc, y il a y a un plus peu de plus une passing. notion de le mettre au début de la chaîne et pas seulement en bout de chaîne pour un petit peu varier la manière dont il apporte du chaos, quoi. Ouais, et ouais, et c'est ça. Et comme dit, tu vois, sur toutes ces situations un peu d'after timeout ou de choses comme ça, où en fait on va mettre une situation de stagger et c'est un faux stagger, c'est-à-dire que soit après le premier écran, il coupe au panier. En gros, un stagger c'est deux écrans, et en théorie, il est censé partir un peu d'un corner et prendre deux écrans et remonter sur une tête, en tête de raquette. Et je Mm. trouve qu'ils font pas mal. C'est des situations où soit il prend un écran, soit carrément il prend aucun écran. Et ce qui se passe souvent, c'est que ça marche très bien parce qu'il a une telle menace de shoot que Ouais. l'intérieur qui est le défenseur du coup du deuxième poseur d'écran, bah, il va essayer d'anticiper pour lui empêcher l'accès au ballon. Et en fait, lui, du coup, bah, il prend aucun écran, il coupe au panier et ça marche pas mal, quoi. Et c'est assez intéressant, ouais. C'est assez intéressant cette manière de créer qu'on voyait pas forcément l'an dernier ou en tout cas les années passées parce que c'était un peu plus une équipe d'isolation, etc. Avec Paul George, Kawhi, James Harden, etc. Et c'est un peu une source d'attaque, je trouve, qu'ils avaient pas forcément les années passées, quoi, tout simplement. Mais du coup sur cette attaque, toi, le fait que ça reste l'équipe qui joue le plus d'isolation, ça te met en confiance pour les playoffs, c'est ça? Bah, un petit peu, ouais. Je me dis qu'en réalité, surtout, ça reste des bonnes isolations, celle de Kawhi et celle d'Arden, celle en plus où tu pourras ajouter Norman Powell parce que si c'est en fait, ça dépend aussi de comment tu les utilises et est-ce que tu les utilises de manière dynamique. Mais dans l'optique des playoffs, je trouve que c'est une équipe qui est plutôt armée pour ça, entre guillemets. Ok. Surtout avec Zubac. Donc, ouais, je suis assez confiant. Mais d'un autre côté, comme tu l'as dit, tu vois, face à une équipe qui annule le spacing, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Je pense d'avoir des shootmakers de genre long mid-distance et qui sont capables aussi d'être un peu sur des zones qui sont moins rentables, d'être les mecs les plus rentables des zones les moins rentables, ça peut aussi pas mal servir. Ouais, ouais, bah ça peut servir un peu bêtement, mais si la défense te laisse des tirs et que c'est les tirs où t'es très bon, Ouais. bah ça va forcer la défense à faire autre chose, quoi. En théorie, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu l'idée. Puis en plus, bah, t'as Kawhi qui connaît le chemin des finales, donc bon. Allez, J'ai- super, j'ai fin tout- d'épisode. Ouais, ouais, bah malheureusement, le problème c'est qu'Arden, il connaît pas. Arden, il connaît pas le chemin de la bague. Il a pas assez Oh, d'expérience. mais je rêve que Harden il soit titré maintenant là. Oh là là, je serais tellement heureux. C'est vrai? Ah ouais. Ah, franchement, Ben, je pense que c'est l'équipe que je veux le plus voir gagner. ah ouais. Moi, je serais heureux que Nicolas Batum ait une bague aussi. Oui, oui, sûrement.
Mais ouais. Non, toi pas trop, visiblement. Non, mais je sais pas, mais genre, c'est pas, enfin, je sais pas, j'ai jamais été pris d'énorme affection pour Batum, je sais pas pourquoi, mais, enfin, pas que je l'aime pas, hein, mais c'est juste que j'ai. Ah, tu l'aimes pas, ouais, ok. D'accord. Super. Mais après, je suis pas un mec très franchouillard, en vrai, je suis pas un mec Ah, mais moi non plus, ça a rien à voir, c'est qui juste est que bleu, je, blanc, je rouge, trouve, je trouve le basketteur génial, moi. Ouais, mais peut-être un peu frustré parfois par peut-être un peu un manque de scoring. Et peut-être, Ouais, en fait, je crois que j'ai surtout jamais vraiment aimé les équipes où il a joué, à part du coup ses Clippers, quoi. ouais. Donc, Ouais, ça se tient. Ça se hmm, tient, ça se tient. Les Hornets, c'était pas la folie. bah non, après l'époque Portland, elle était sympa, mais je pense que j'avais moins l'œil analytics aussi, du coup, je pense que j'ai peut-être pas assez apprécié le profil quand il était à Portland. Ouais, pourtant, il avait fait un 5x5, hein. Allez, vas-y, mais ouais. Quoi? C'est Five vrai ou by pas? Five. On dirait le nom je sais pas, d'un supermarché, genre 5 by 5. C'est vraiment ça, c'est le genre de truc qui veut absolument rien dire. Il a fait un 5 by 5. Très bien, tant mieux pour lui. Ça- Bah attends, tu me dis t'étais pas très analytique, donc moi je te sors des stats un peu plus grand public, un peu plus brut, et tu me réponds comme ça. Mais j'étais pas non plus fan de ces stats-là non plus, je pense. Ah, déjà à l'époque? Ouais, je pense Oh, que j'étais déjà aigri, hein. t'étais déjà aigri, Ouais. c'est d'accord. Et bah tu es né aigri en fait, c'est ça. Tu, Ouais, tu es né avec. ouais, malheureusement, ouais, puis je suis né, je le resterai, j'ai l'impression. Mais, mais, Ça va pas à l'âge avançant. non, mais par contre, j'ai envie d'y croire pour ces Clippers. Donc voilà. Alors, bah justement, moi ma question, c'était un peu, on en a parlé, du coup on a un peu débordé sur ça, mais il y a quand même une certaine profondeur de profil quand même chez ces Clippers. Ouais. Tu vois, si on fait un peu les noms, il y a Harden, Zubac qui ont le plus joué, hein. Harden, Zubac, Powell, Kofi, Derrick Jones Jr., Chris Dunn, Nicolas Batum, Kevin Porter, Terrence Mann, Mo Bamba, Kawhi Leonard, et après il y a des joueurs un peu plus Kobe Brown, Kai Jones, Jordan Miller. Et du coup, et t'as aussi Bones Island qui pourrait avoir. Alors moi je pense pas qu'il ait beaucoup de Mais moi, cotes, je pense mais. que Bones Island, Kevin Porter Jr., Mo Bamba et Terrence Mann, ils jouent pas en playoff, hein. Bah, c'est plus ça ma question, c'est qui est-ce qui joue en playoff, et je pense que la rotation idéale si tout va bien c'est 8-9 joueurs, Ouais. mais du coup là j'ai cité 12 noms à peu près. Et du coup, est-ce qu'il y aurait pas quelque chose à faire avec ces quelques noms en plus, en trop, pour aller chercher un profil. Et du coup, Bah, bah, c'est ça. je m'étais noté quel profil. Toi, t'avais l'air de dire même pas un intérieur, mais vraiment spécifiquement Kelly Olynyk, quoi. En fait, moi, je suis un peu une tanche en trade, hein, donc j'ai vraiment Mais absolument. plus un profil alors. Un profil, tu vois, pour toi, c'est plus le backup 5, c'est plus. Oui, Voilà, pour qu'est-ce moi, que c'est c'est? plus un backup 5 qui fait un petit peu autre chose que ce que Zubac peut faire en attaque. Donc, tu vois, je dirais pas forcément Genre chercher Nick Richards. Tu vois, je sais même pas ce qu'il fait, Nick Richards. Moi, j'ai jamais regardé Ouais. les Hornets, donc je Mais sais. parce qu'il vient de se faire trader, c'est pour ça. Oui, mais du coup, je sais pas du tout ce qu'il apporte parce que vraiment, enfin, j'ai très peu de base sur les Hornets, tu vois. Mais ce serait plus un profil à la limite qui puisse apporter, tu vois, que ce soit pas juste un mec de drop, peut-être un mec un peu plus complet. Euh, Tu vois, les mecs enfin, je sais pas, genre la rotation de Boston, elle est intéressante là-dessus en termes de profil intérieur parce qu'ils ont tous un peu des aptitudes différentes et du coup, tu peux les faire jouer de manière différente. Mais oui, pour moi, il manque quand même un profil à l'intérieur pour que ta protection de cercle, elle soit pas non plus à ce point-là, genre Mhm. fantomatique quand il n'y a pas Zubac. Ok. Et Ok, sinon, ok. aller chercher, si jamais ils ne font vraiment pas jouer, aller chercher un Walker Kessler, hein, quitte à avoir de la protection Ah de bah cercle. là t'as du drop. Bah T'as du ouais, drop de qualité pendant 48 minutes. Non, mais ça peut oui, au être pire, tu fais que une ça, tu vois, technique, tu mais. vois, comme bah, les Mavs, au final, une de leurs forces, c'était aussi finalement d'avoir deux profils intérieurs Ouais. qui étaient à un très haut niveau et t'avais les mêmes schémas quasiment pendant 48 minutes, quoi. Ou alors, tu vois, tu vas chercher un mec qui est un peu moins défensif, mais genre un John Collins, tu vois, qui végète aussi dans l'Utah et qui t'apporte de la verticalité sur les moments où il n'y a pas. Mais de la vraie Mhm. verticalité, tu vois, sur les moments où il y a pas Zubac. Tu peux avoir sinon des Pour le profils. coup, j'ai peur avec John Collins que tu te fasses vraiment cibler, quoi. Mais dans tous les cas, en fait, le truc, c'est quand il n'y a pas Zubac, tu te fais cibler. Donc en fait, c'est qu'est-ce que tu viens chercher. En fait, avec Oui, Mobamba, mais à quel point le fait que tu te fasses cibler devienne problématique, quoi.
Pour moi. De toute façon, Il y a un peu de ça, quoi. le problème, c'est que avec Mobamba, tu te fais cibler et en plus, ça t'apporte rien en attaque. Donc, il faut aller chercher. Bah, alors qu'est-ce que tu penses Ou du alors coup, très light, d'après ta. mais je pense pas qu'ils vont te bouger. Valanciunas, du coup, quitte à se faire cibler en défense, moi, il t'apporte du post-up et tu gardes un peu la continuité du Et il post-up. t'apporte du post-up et t'as un peu un hub offensif sur lesquels les joueurs. Mais je suis pas sûr que. Avec les. Est-ce que les minutes sans Zubac, c'est pas des minutes sans Harden ou sans Kawhi, tu vois. Donc en fait, il faut quand Ouais. même aussi un mec qui puisse avoir un peu Non, de la moi synergie avec ce gars-là. j'en ai un à te proposer, mais je crois qu'il est intouchable. Alors je comprends, ça me frustre un peu parce que il a 29 ans, il est dans une équipe de tanking, mais c'est Jacob Poeltl. Oui, mais pour moi c'est ouais, ça me paraît un peu intouchable en vrai parce que c'est vraiment le profil, c'est le profil parfait en vrai. Mais Poeltl, t'as envie de le foutre partout, hein. Ouais, mais ils font un peu chier, hein, franchement, les Oui, Raptors. Toronto, il faut un peu chier, voilà. Et on va parler. Goga Bitadze, tu vois, c'est pareil, mais là, je pense que maintenant, Ouais, mais il maintenant a, c'est trop tard, ouais. il a pris un peu un rôle plus grand, donc ouais. Larinen Junior, il joue pas Ouais, trop. moi, j'aime bien Larinen Junior. Il joue pas trop à Atlanta. Tu vois, là, pour le coup, t'as un profil différent. Ouais, Un peu plus de. playmaker de défensif, un peu, qui peut être intéressant. ouais, plus de switch. Mm. Pas mal off-ball. Ça peut être sympa, non? Ça Même, peut tu être vois, aller sympa. chercher un Xavier Tillman qui joue pas du tout à Boston. C'est vrai. Mais est-ce que Boston te le donne? Je sais pas. Tu vois, faire un peu un coup, aller chercher un. Tu vois, quand ils sont allés chercher PJ Washington l'année dernière, Dallas, tu te dis, bon, qu'est-ce que bon. Alors qu'en fait, Ouais. ça ouvre pas mal de possibilités, quoi. Donc en fait, c'est plus te rajouter une option, quoi, en réalité. Ok. Mais tu vois, moi, je me demande s'il n'y a pas moyen aussi de faire un peu un trade, comme dit, de profondeur limite dans l'aile, quoi. Hmm. Limite dans l'aile, quitte à passer sur des switch all sans Zubac. Mais tu vois, quand je me dis que qu'un Cam Johnson il est dispo, moi, tu vois, si dans la line-up de base, t'as Harden, Powell, Kawhi, Chris Dunn, Zubac, et qu'après tu peux rotationner, on va dire, Powell et Cam Johnson, comme ça, t'as toujours un shooter d'élite. Je me dis, parce qu'en fait, ma question aussi pour la fin, un peu finir sur l'épisode, c'était quelles sont les vraies, du coup on l'a dit, mais quelles sont les vraies faiblesses qui pourraient nous faire peur à amener en playoff. Et du Bah, coup, pour moi, ouais. personnellement, le spacing me fait plus peur qu'un peu tout le reste, quoi. Donc, Ouais, bah, le spacing, la fragilité et le manque de profondeur à l'intérieur. ouais, voilà. Mais du coup, moi, tu vois, j'aurais tendance à mettre le spacing en 1. Et du coup, bah, je chercherais un petit, un petit comment on dit, un pansement à ça le plus vite possible, quoi. Ouais, Mais c'est l'idée, c'est mais peut- après, est-ce qu'ils vont y arriver? est-ce qu'ils vont l'arriver, je ne sais pas. Mais du coup, en l'état, admettons qu'il n'y ait pas de trade, parce que là, ça fait 5 minutes qu'on parle de choses qui Ouais. n'arriveront pas. Euh, Tiens, on pourrait presque en faire un podcast sur les trades qui n'arriveront pas. Mais bon, bref, c'est une autre idée. Euh, Comment tu les situes, toi, les Clippers à l'ouest? Ils sont Euh, cinquièmes actuellement. pour moi, en saison régulière ou en playoff? Bah, en configuration playoff. En En configuration playoff. configuration playoff, pour moi, c'est... En considérant les blessures de Dallas, parce que là, ils ont perdu Lively pour 2 ou 3 mois, donc... Ouais, donc s'il revient, c'est genre juste avant les playoffs. ouais. Bon, attends, vas-y, disons que tout le monde est à 100%. Voilà, parce que là, voilà. Ouais, Nous, on allez, va disons. toujours faire comme ça, on va faire à 100%. Je vais te dire les équipes qui, à l'ouest, ont un meilleur. Je les ai classées par net rating. Ouais, ouais, vas-y. Donc, on va faire une par une. Ok, ici. Je pense que je préfère les Clippers en playoff. C'est vrai? Oui. Ah ouais, moi, je pense que je préfère OK ici quand même. Par contre, il y en a une qui est très intéressante, qui est la seule équipe qui est dans le top 5 attaque et défense. C'est Memphis. Je préfère les Clippers en playoff. Ouais, je suis plutôt d'accord et je pense même que pour le coup, le match-up est plutôt pas mal, quoi. Ouais. Le match-up est plutôt pas mal. Ok, donc pour l'instant, t'as les Clippers en 1, hein, on rappelle. Houston. Houston. Clippers.
Houston, ok. Et là, il y en a une, franchement, j'aimerais bien la voir en playoff. C'est Denver. Denver, on pourrait presque, il faudrait qu'on en fasse un épisode. 4e attaque, 18e défense, plus 5,3 de net rating. Nikola Jokic. Denver. Là, tu prends Denver? Ouais. Ok. Après, j'ai Dallas. De Clippers. À 100%, tu prends les Clippers? Non, mais ouais, je pense que je prends Dallas. Ok. Je prends Dallas, Et mais après... j'ai l'impression que la santé de Dallas est un peu compliquée. Mais bon, d'un autre côté, tu me diras, les Clippers, on sait jamais non plus. Donc, ouais. Allez, je prends Dallas à 100%. Si les deux équipes sont à 100%, je pense que je prends Dallas. Ok. Et maintenant, j'en ai où ça va un peu plus vite. Mais du coup, j'ai pas trié par classement, hein, je le répète, mais bien par net rating. J'ai Sacramento. Clippers. Et tu sais que Sacramento, ils sont en train de remonter au net rating. Waouh. Écoute. Minnesota. Clippers. Tac. Golden State. Clippers, parce qu'ils font Là, pas de trade. Donc, là, on passe au net rating négatif. Hein. Phoenix. Clippers. Et une équipe qui a encore un moins bon net rating que tous celles-là, les Lakers. Putain, les Lakers, c'est vraiment terrible. Et bah, Clippers aussi. Hein. Ok, donc les Clippers vont aller en finale de conf. Exactement. Et puis, du coup, vu qu'ils vont arriver contre des équipes un peu fatiguées, ils vont aller en Et finale. que Denver aura été éliminé par une autre équipe. Voilà, c'est ça. Et du coup, on est bon. On est bon, donc Clippers en finale de conf. Minimum, c'est ça? Ouais, exactement. C'est cette année? Cette année, on y croit? Cette année, non, mais c'est le titre, là, cette année, pour les Clippers. Cette année, c'est le titre? Cette année, c'est le titre. Et face aux Celtics à 100%, ça gagne aussi? Et les Celtics, ils seront pas à 100%, il y aura des blessés. Ah ouais? Ouais. Et les Cavs? Oh là là. Ah, les Cavs, c'est chaud, en vrai. Oh, la finale Clippers-Cavaliers, c'est le régal. Ah, la totale régale, hein. Oh Total là là. régal. Tu prends qui? Non, mais je reste sur mes Clippers. C'est Clippers champion. Je vais aller jusqu'au bout de ma connerie. Hein. Ah bah là, au moins t'y vas. Hein. Au moins t'y vas à fond. Au moins t'y vas à fond, c'est beau. Donc faut juste éviter Denver et sinon ça passe. Sinon tout roule. C'est vrai. Denver qui est quand même une équipe qui est à presque 40% de fréquence au panier en attaque. Ouais. C'est assez dingue quand même. Faudra qu'on en parle la semaine prochaine peut-être. On tease ça? Ouais. En plus, moi, je regarde beaucoup. Je sais pas. Je comprends pas. Franchement, est-ce que Jokic n'est pas le plus gros aimant à défenseur, peut-être encore plus gros que Stephen Curry parce qu'il les attire tous juste au cercle, quoi. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Franchement. En plus, il est plus facile il aimante plus parce que vu qu'il est moins mobile, tu vois, genre, le problème, c'était plus un créateur de chaos Curry, alors que Jokic c'est plus un aimant parce qu'il est statique et du coup il y a le truc qui se contracte autour de lui. Alors que tu pouvais pas vraiment te contracter autour de Curry, il était tellement en mouvement, tu vois. Et Curry, tu pouvais faire le pari de le blitzer, tu vois. Au final, tu peux sortir le ballon des mains de Curry. Jokic, tu peux pas. Il est trop grand. Ouais. Il est trop. Il peut trouver n'importe quel angle de passe. Bon, bref. C'est une discussion pour un autre jour. Donc, surtout, ce n'est pas un joueur des Clippers. Pas encore. Et ben, écoute, on a fait un beau tour. T'as quelque chose à rajouter sur les Clippers? Bah, écoute, non, ça y est, je pense qu'on a fait le tour du propriétaire. Le tour du pot, le tour du schmilblick. On a tout dit sur ces Clippers. Eh bien, très bien. Eh bien, il ne me reste plus qu'à conclure alors. J'ai oublié quelque chose? Non, c'est tout bon, est je bon. pense qu'on est pas mal. Tout est bon. Eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plu sur les Clippers, tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez des Clippers? Est-ce que les Clippers vont aller en finale? Est-ce que vous êtes dans le train conduit par Azad, hein, pour le coup là, il y a pas grand monde qui est plus à l'avant que toi, Azad, je crois, sur ces Clippers. N'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Passez un bon week-end si vous écoutez ce podcast le week-end. Passez une bonne semaine si vous écoutez ce podcast en semaine. Bonne fin de journée. À très vite sur le Dreamcast Show pour parler des Nuggets. Et Azad, évidemment, le mot de la fin, je te le laisse.
James Harden MVP des finales 2025.